Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Trésor au Bénin. Voilà, voici le sommaire. Les résultats des élections communales du 11 janvier 2026 sont connus. C'était dans la soirée de ce mardi au siège de l'institution. Officiellement, 36,67% des Béninois en âge de voter ont réellement participé à ces élections. Seul le bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau ont réussi à franchir le seuil des 10% requis. En plateau avec moi aussi dans ce Trésor au Bénin, William cliquant pour décrypter ces résultats. Ensuite, le Conseil économique et social boucle sa première session extraordinaire au titre de l'année 2026, une plénière au cours de laquelle Conrad Baguidi et ses collègues ont effectué de nombreux échanges autour d'importants sujets liés aux problèmes de développement auxquels font face les populations. Et puis enfin, chaque 28 janvier, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la protection des données personnelles. Cette journée vise à sensibiliser les citoyens aux droits liés à la vie privée et à promouvoir les bonnes pratiques dans l'usage du numérique, notamment la gestion responsable des informations personnelles en ligne. Et à ce sujet, je serai avec Maître Luciano Roncono, président de l'autorité de protection des données personnelles. Il est l'invité de ce Trésor au Bénin. Voilà pour vous le sommet de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, la Commission électorale nationale autonome a proclamé les résultats des élections communales du 11 janvier 2026. C'était dans la soirée de ce mardi au siège de l'institution à Cotonou. Officiellement, 36,67% des Béninois en âge de voter ont réellement participé à ces élections. Seul le bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau ont réussi à franchir le seuil des 10% requis pour être admis au partage des sièges. Je vous invite à suivre ici les propos du président de la Sénat. Nombre d'inscrits au plan national, 7 834 608. Nombre de votants, 2 872 802. Suffrages valablement exprimés, 2 715 528. Bulletins nuls, 157 274. Nombre de postes de vote, 17 350. Taux de participation, 36,67%. Numéro 1, c'est le bloc républicain, a réuni 1 206 390 voix, ce qui fait un taux de 44,43%, ce qui a permis d'élire 852 conseillers. 2, c'est le parti FCBE, 180 663 voix, un taux de participation de 6,65%. Vous connaissez la règle de base, un parti, pour être éligible à la distribution des sièges, il faut avoir 10%. Les FCBE n'ont pas réussi à avoir les 10%. Pour cette raison, ce parti, pour la suite, ne participera pas à la distribution des sièges. Numéro 3, c'est UP Le Renouveau, Union progressiste Le Renouveau, a réuni 1 328 475 voix, ce qui fait un taux de 48,92%, ce qui a permis d'élire 963 conseillers. En application des dispositions de l'article 184 du Code électoral, seules les listes des partis Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain ont satisfait au seuil de représentativité requis et sont de ce fait admises à l'attribution des sièges. Dans une autre séquence, contrairement à Parakou et à Djougou, c'est l'Union progressiste Le Renouveau qui a fait sensation dans le département du littoral avec 31 sièges contre 15 pour le bloc républicain. Voici justement par arrondissement les résultats de Cotonou, la seule commune que compte le littoral. On va aller un peu en désordre, on va pas commencer par le premier.
10e arrondissement, BR à 1 et UP à 2. 11e arrondissement, BR à 1, UP à 2. 12e arrondissement, BR à 3, UP à 4. 13e arrondissement, BR à 2, UP à 3. 1er arrondissement, BR à 1, UP à 3. 2e arrondissement, BR à 1, UP à 4. 3e arrondissement, BR à 2, UP à 3. 4e arrondissement, BR à 1, UP à 2. 5e arrondissement, BR à 0, UP à 1. 6e arrondissement, BR à 2, UP à 3. 7e arrondissement, BR à 0, UP à 2. 8e arrondissement, BR à 0, UP à 2. 9e arrondissement, BR 1, UP 3. Avant de retrouver William Cliquant pour son décryptage, quelles sont par arrondissement les performances réalisées par le bloc républicain et l'Union progressiste le renouveau, notamment à Parakou et à Djougou, respectivement, dans le département du Borgou et de la Donga. La réponse avec Sakalefia, qu'on retrouve toujours au micro de Vigile Rodillon. Commune de Parakou, premier arrondissement, BR 9, UP 6. Deuxième arrondissement, BR 6, UP 3. Troisième arrondissement, BR 5, UP 4. On va à la commune de Djougou. Arrondissement de Bareil, UP à 2, BR à 0. Barienou, BR à 3 et UP à 2. Belefungu, BR à 0, UP à 1. À Bougou, BR à 1, UP à 0. À Djougou 1, BR à 3, UP à 1. À Djougou 2, BR à 3, UP à 1. À Djougou 3, BR à 3 et UP à 0. À Kolokonde, BR à 3, UP à 1. À Onkoulou, BR à 2, UP à 1. À Patago, BR à 2, UP à 1. À Pelebina, BR à 0, UP à 1. Et à Serro, BR à 2, UP à 0. À Parakou, donc, le bloc républicain vient donc en tête avec 20 sièges contre 13 pour l'Union progressiste, le renouveau, et 22 contre 11 dans la commune de Djougou. William Cliquant, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. On note une montée en puissance du bloc républicain, la disparition de la force Cori pour un Bénin émergent, des conseils communaux. Avec vous, nous aurons un aperçu de la nouvelle configuration des partis politiques à l'intérieur des communes sur l'ensemble du territoire. Dites-nous quelles sont les communes dont le contrôle vient de basculer avec les résultats de ces élections comparativement à la cartographie des conseils actuels. Contrairement à la cartographie de 2020 sortie des urnes, comme vous l'avez dit, cette année, nous avons, en commençant par Bani Kwara, FCBE était majoritaire avec 15 conseillers. Désormais, c'est le BR avec 17 conseillers. À Kandi, c'était FCBE avec 18 conseillers. L'UP, le renouveau, passe à 20 conseillers comme majoritaire. Karimama, c'était le BR avec 10 conseillers. Maintenant, c'est l'UP, le renouveau, 9 conseillers. Malanville, le BR, c'était le BR avec 11 conseillers. Maintenant, l'UP, le renouveau avec 16 conseillers. À Boukoumbe, l'UP, le renouveau, était majoritaire avec 12 conseillers. C'est maintenant le BR avec 12 conseillers. Et à Kobli, c'était l'UP, le renouveau, 9 conseillers. Aujourd'hui, le BR, 10 conseillers. À Kérou,
c'est UP, le renouveau, qui était majoritaire en 2020, 11 conseillers. Maintenant, le bloc républicain avec 14 conseillers. À Kouandé, le BR, 10 conseillers précédemment. Et l'UP, le renouveau, 13 conseillers maintenant. Dans l'Atlantique, nous avons la commune de Torfort qui change de main aussi. Le bloc républicain majoritaire, par le passé avec 19 conseillers, paie la majorité, le contrôle de la commune avec l'UP, le renouveau, qui prend le dessus pour 14 conseillers. Azé, toujours dans cette commune. On change de main aussi à Azé. L'UP, le renouveau, perd la majorité de ses 14 conseillers, laisse la majorité au bloc républicain pour 13 conseillers. À Bembereke, dans le Borgou, FCBE de Garba-Yaya, un des cadres du parti, paie le contrôle de cette commune et c'est au bloc républicain que cela revient maintenant avec 14 conseillers. À Kalalé, l'UP, le renouveau de 17 conseillers, paie la majorité pour le BR de 15 conseillers désormais. À Niki, FCBE de ses 12 conseillers n'a plus la majorité. C'est le BR avec 17 conseillers maintenant. Parakou, vous l'avez dit, Eric, la FCBE 17 avec un score tonitruant en 2020. La FCBE pède la majorité pour le bloc républicain maintenant, 20 conseillers, même si on sait déjà que l'actuel maire et le conseil municipal penchait déjà pour une majorité pour le bloc républicain puisque le conseil est acquis au bloc républicain. À Pereret, UP le renouveau, 11 conseillers. Ce n'est plus le cas comme en 2020. Désormais, les 11 conseillers reviennent au bloc républicain qui ont la majorité. On sait aussi que le conseil communal de Sinandé était acquis déjà pour le bloc républicain avec les 9 démissions des anciens FCBE qui ont rejoint en 2022 le bloc républicain. Donc de 10 conseillers pour la majorité en 2020. À Sinandé, la majorité est maintenant de 20 conseillers pour le bloc républicain qui dirige déjà cette commune. À Tchaourou, l'UP, le renouveau, qui avait la majorité avec 14 conseillers, légèrement au-dessus 13 conseillers du BR. L'UP, le renouveau, laisse maintenant le flambeau au BR qui a 20 conseillers à Tchaourou. Bantel, la majorité écrasante des FCBE en 2020, 18 conseillers, est perdue. C'est le BR qui a un score tonitruant, cette fois avec 16 conseillers et de légers conseillers pour l'Union progressiste, le renouveau laissé. Toujours dans les collines à Ouessé, 11 conseillers UP le renouveau en 2020, majorité désormais du côté du BR avec 15 conseillers. Savalou, BR, 11 conseillers par le passé, désormais UP le renouveau, 20 conseillers. À Savet, les FCBE, 10 conseillers par le passé, cèdent leur majorité au BR pour 16 conseillers, majorité écrasante aussi de ce côté. À Plakoué, dans le Koufo, pour une première fois, l'Union progressiste est en de grands regrets et c'est le bloc républicain qui a une grande avancée. En dehors de Diakotoba, toutes les communes ont été prises par le bloc républicain. À Plakoué, l'Union progressiste, le renouveau, laisse ses anciens 15 conseillers pour la majorité de 17 conseillers maintenant. À Dogbo, majorité BR, 13 conseillers. À Kolekamé, majorité BR, 11 conseillers. À Lalo, majorité pour le bloc républicain, 14 conseillers. Tovik-Klein, le BR, 11 conseillers aussi pour la majorité. Et c'est plutôt la commune de Diakotome qui est constante à ce niveau. À Basila, les FCBE laissent leurs 10 conseillers de majorité pour le BR qui a très tôt déjà pris le contrôle de cette commune, déjà en 2020, pour un conseil communal qui a basculé du côté du bloc républicain. Un maire, BR, dirige cette commune depuis 2020 déjà. Donc, il n'y a pas grand changement, mais du résultat des urnes, c'est officiellement le BR qui prend maintenant 13 conseillers pour prendre le dessus. Les FCBE, les 9 conseillers majoritaires par le passé ne reviennent plus. Cette fois, cette commune qui était dirigée par un maire, Union progressiste de renouveau, Ignace Ougourou, c'est le BR qui prend le flambeau à ce niveau avec 10 conseillers. Dans le mono à Atiémin, le BR 8 en 2020, l'UP le renouveau 10 en 2026. Commun, le BR perd aussi sa place, sa majorité pour l'Union progressiste de renouveau qui a 11 conseillers. À Adjoou, dans l'Ouémé, le BR cède sa majorité à l'UP le renouveau, 13 conseillers. À Agégué, l'UP cède sa majorité, 8 conseillers au BR qui prend en revanche les 8 conseillers. À Comisrété, Union progressiste paie la majorité pour 14 conseillers BR. À Bonou, c'est l'UP le renouveau qui perd sa majorité pour le BR qui monte en puissance. À Semekoji, nous avons le BR qui perd sa majorité avec le maire Jonas Benameto qui perd sa majorité pour l'UP le renouveau, 21 conseillers. À Pobet dans le plateau, BR en déclin, UP le renouveau, 15 conseillers. Boycon, BR, 20 conseillers par le passé. Cette fois, c'est l'UP le renouveau qui fait une montée
en puissance pour 22 conseillers. À Djidja, majorité perdue pour le BR, c'est l'UP Le Renouveau avec 15 conseillers. À Wenri, toujours un pays à Ganli, cette fois, nous avons l'UP Le Renouveau qui monte à 11 conseillers pour prendre la majorité. À Zanyanado, c'est l'UP Le Renouveau encore 9 conseillers. Et à Zakpota, la majorité est prise par l'UP Le Renouveau avec 15 conseillers au détriment de l'Union progressiste Le Renouveau. Donc quand on récapitule, vous pouvez le voir sur la carte à l'antenne, il y a UP Le Renouveau qui prend le contrôle de 16 nouvelles communes comparativement à 2020 et le Bloc républicain qui prend le contrôle de 23 nouvelles communes. Cela s'explique par les scores du parti, contrairement à 2020. Et la Donga et le Borgou sont entièrement ouverts, donc acquis pour l'Union progressiste Le Renouveau. William Cliquant, que dire à présent des conseils communaux restés inchangés dans leur configuration? Oui, il y en a, je les cite pêle-mêle. Le BR reste au contrôle de Gogoulou. À Segbana, avec 10 conseillers, c'est toujours l'UP Le Renouveau. À Materi de Barthélémy Kassa, c'est toujours le BR. Natitengu, Wassapenko, Tanguita, Tukuntuna, Abom et Calavi, toujours aux mains de UP Le Renouveau de Évariste Angelo. À Rwandjinou, Alada reste inchangé. Pomancé, Dassazoumé, Glazoué, Djakoto maintenant le Koufo. Djougou, c'est encore le cas. Le BR est plutôt monté même d'un cran, mais toujours inchangé. Ouaké, 13 conseillers en 2020, 13 conseillers BR encore en 2026, ça reste inchangé. Cotonou, l'UP Le Renouveau a toujours sa suprématie. À Bopa, à Grand Popo et à Kweyogwe dans le Mono, c'est toujours un conseil communal inchangé en matière de parti majoritaire. C'est le cas à Lokossa, à Adjara, à Avrankou, à Dangbo, à Djawere, Ifoni, Ketou, Sakete, Abomé, à Gbaïzou et Zobodome. Donc 31 communes restent inchangées, Éric Guédel. Merci à vous, William Cliquant, pour ces informations. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Le Conseil économique et social boucle sa première session extraordinaire au titre de l'année 2026. Une plénière au cours de laquelle Konrad Baguidi et ses collègues ont effectué de nombreux échanges autour d'importants sujets liés aux problèmes de développement auxquels font face les populations. Voici le compte rendu. 2 semaines d'intenses travaux entre les conseils membres du Conseil économique et social. Au bout des 15 jours, ils ont impulsé la liste des objectifs de départ de ces assises. Entre autres, la finalisation de l'étude des sujets d'autosaisine portant sur diverses préoccupations, le choix de nouveaux sujets d'autosaisine pour l'année 2026 et la présentation des experts identifiés pour accompagner le CES dans ses travaux. Je me réjouis de constater avec satisfaction légitime que l'ensemble des objectifs que nous nous étions fixés a été pleinement atteint. Notre démarche méthodologique, désormais plus affinée, permet de mettre en exergue non seulement les enjeux des études, mais surtout le caractère innovant de nos recommandations. Le Conseil économique et social se dote d'un appui technique et scientifique pour consolider la crédibilité de ses recommandations. Avec les compétences diversifiées des experts appelés à accompagner durablement l'institution, le CES met ainsi en place un pont entre l'expérience de terrain, la recherche et la décision publique au bénéfice de l'intérêt général. Je pense pouvoir accompagner le Conseil économique et social sur les questions de patrimoine en lien avec les savoir-faire traditionnels. Je pourrais travailler dans les différentes équipes pour que nous puissions faire des recommandations que le Conseil économique et social va utiliser dans son plaidoyer auprès des décideurs politiques. Au terme de cette première session extraordinaire, les prochaines assises seront centrées sur les nouveaux sujets d'autosaisine examinés et adoptés par le Conseil au cours de ses travaux. Il s'agit des sujets liés à la mobilité durable, aux langues nationales et à la construction de la nation, à la pollution par les sachets plastiques et à la dynamisation du tourisme domestique au Bénin. Ce qui permettra au Conseil de commencer par anticiper sur les défis structurants de développement national. Dans la suite de cette édition, chaque 28 janvier, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la protection des données personnelles. Cette journée vise à sensibiliser les citoyens aux droits liés à la vie privée et à promouvoir les bonnes pratiques dans l'usage du numérique, notamment la gestion responsable des informations personnelles en ligne. À ce sujet, je suis avec Maître Luciano Roncono, président de l'autorité de protection des données personnelles. Président, bonjour.
Bonjour monsieur, comment allez-vous? Nous avons quelques questions pour vous. Dites-nous, de nombreux commerçants et particuliers installent des caméras de surveillance pour des raisons de sécurité, souvent sans connaître le cadre légal. Une caméra installée sans déclaration ou autorisation de l'APDP constitue-t-elle une infraction? Oui, absolument, comme vous le dites. D'ailleurs, je vous remercie de m'inviter sur votre plateau ce midi, c'est-à-dire ce 13h. À l'occasion de la Journée mondiale de la protection des données personnelles, les commerçants qui installent des vidéos sans autorisation, évidemment, s'exposent à des sanctions. En réalité, pour pouvoir installer des systèmes de vidéosurveillance, il faut se rapprocher de l'autorité de protection des données à caractère personnel et ensuite obtenir préalablement une autorisation. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut évidemment installer les caméras. Mais je peux comprendre que dans notre pays, très peu de nos concitoyens sont au fait de la loi, donc le Code du numérique qui a prévu cette disposition. Et notre travail aujourd'hui, non seulement c'est de la sensibilisation, mais c'est aussi de faire en sorte que nos populations puissent de plus en plus se déclarer auprès de la PDP pour obtenir cette autorisation préalable parce que c'est encadré par la loi. Alors, est-ce que les images issues de ce dispositif peuvent être considérées comme des preuves recevables devant la justice? Alors oui, les images pourraient être considérées comme des preuves, mais il y a des conditions. Pourquoi je parle de conditions? C'est simplement parce que, en réalité, dans un premier temps, on peut considérer que c'est illégal. Mais ce n'est pas l'appareil, ce n'est pas le système de vidéosurveillance qui est considéré comme illégal, mais c'est plutôt le traitement qui en est fait sans autorisation préalable que nous pouvons considérer comme étant illégal. Mais dans le même temps, c'est aussi soumis à l'appréciation du juge. C'est le juge, en fin de compte, qui verra si, effectivement, en dépit de ce qui n'est pas eu une autorisation, c'est lui qui verra s'il doit écarter ou non une telle preuve. En tout état de cause, il faut préalablement obtenir un consentement, c'est-à-dire une autorisation de la PDP avant de pouvoir exploiter ces images au risque de se les voir écartées. Alors nous avons d'autres cas, président, où des citoyens dénoncent des caméras de voisins orientées vers le cours, leur chambre ou le salon. Quel recours existe pour les victimes de cette atteinte à la vie privée? Oui, je vais être très factuel parce que actuellement à la PDP, nous avons 4 procédures du genre en cours. Les victimes ont le droit donc de porter plainte auprès de la PDP et ceci est encadré par nos textes, par la loi, Code du numérique, livre 5e évidemment, et une instruction est faite par la session contentieuse de la PDP, comme je vous l'ai dit. Cette session est présidée par un magistrat qui instruit le dossier et qui conduit à des fois des sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre donc de ces voisins indélicats qui installent des caméras sans préalablement se faire autoriser, puisque en réalité, la loi a prévu les conditions dans lesquelles les caméras doivent être installées. La loi a prévu les circonstances, combien de distance il faut observer pour installer une caméra. Est-ce que, par exemple, un employeur a le droit d'avoir des caméras figées sur l'écran de son employé? Je vous dis tout de suite non, parce que cela participe à la violation de la vie privée de cet employé, quand bien même il se trouve sur son lieu de travail. Ça, nous sommes en milieu professionnel. Oui, en milieu professionnel. Même dans les foyers, la loi a prévu des conditions dans lesquelles on doit pouvoir installer les caméras. Aujourd'hui, on demande aux architectes de se rapprocher de la PDP et de tenir compte donc de ces distances, de ces spécificités avant de proposer dans leur plan des emplacements pour installer les caméras. Alors, toujours en milieu professionnel, la vidéosurveillance est de plus en plus répandue. Qui a légalement le droit d'accéder aux images enregistrées? Alors là encore, c'est ce qu'on appelle le principe de la minimisation. C'est-à-dire on doit faire en sorte que très peu de personnes puissent avoir accès, évidemment, à la vision, donc puissent visionner les caméras. Ça va être le responsable de traitement. Dans les cas de sécurité, c'est d'abord le responsable de la sécurité et accessoirement le patron ou le responsable de l'entreprise. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut retenir dans ces cas, c'est de faire en sorte que le minimum de personnes puissent accéder à ces images.
D'accord. Voilà. Des images de vol, d'agression ou d'incidents filmés par des caméras privées circulent régulièrement sur les réseaux sociaux, les plateformes également de messagerie. Le propriétaire d'une caméra est-il en droit de diffuser ces images lui-même? Alors, je vous dis tout de suite, c'est non. Et un non catégorique dans la mesure où le propriétaire d'une caméra n'a pas le droit donc de mettre directement ces images sur les réseaux sociaux parce que tout d'abord, ce propriétaire doit prendre le consentement de la personne qui, évidemment, a été filmée. Vous me direz peut-être, on voit des cas où il y a des cas de vol, etc. Justement, et puis on lance des SOS sur les réseaux sociaux. Oui, alors dans ces cas, normalement, quand on a des vidéos de ce genre, il faut se rapprocher de la police. Seule la police a le droit de visionner ces images. À qui on confie les images, les vidéos. Et la police, les OPJ feront évidemment leur enquête par rapport à ces vidéos. Mais si ça arrivait, c'est là où c'est plutôt marrant. Vous imaginez un type qui vole et qui s'est fait filmer, et ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Évidemment, si le vol est avéré, il sera poursuivi, condamné, etc. Mais il aura le droit de se retourner contre la personne qui l'a filmé sans son autorisation préalable. Et dans ces conditions, il pourrait saisir la PDP, quand bien même c'est un voleur qui a été arrêté. Le volet pénal sera géré, évidemment, traité par le tribunal, et le volet relatif à la violation donc de ces droits privés sera traité par la PDP. Le droit sera dit. Alors, où s'arrête le droit à la sécurité et où commence l'atteinte à la dignité humaine? Alors, vous savez, notre institution, la PDP, est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen, sans porter atteinte, évidemment, aux droits de l'homme et à la vie privée. Donc, c'est là où s'arrête la liberté, c'est-à-dire l'informatique est au service du citoyen, mais elle ne doit pas porter atteinte à ses libertés individuelles ou publiques. Merci à vous, monsieur Maître Ponon. Vous êtes le président de l'autorité de protection des données personnelles. Merci vraiment de votre disponibilité. Je vous souhaite très bonne journée. Merci beaucoup. Je voudrais juste passer un message. C'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit à l'entame de ce journal, c'est la journée mondiale de la protection des données personnelles. Et le thème qui a été choisi spécifiquement aujourd'hui, c'est la protection des données personnelles collectées par les systèmes de vidéosurveillance. Nous avons cet après-midi un atelier à l'hôtel Novotel, donc ça va être en direction des hôtels et des centres commerciaux qui collectent massivement des données personnelles et qui doivent savoir que le système de caméra et de vidéosurveillance est encadré par la loi. Je vous remercie. Merci à vous. Cette édition se poursuit en images. La FEM Isso-Ana, dans l'arrondissement de Barienou, commune de Djougou, a servi de cadre aux acteurs des filières agricoles de la Donga de dresser le bilan des actions menées dans ce secteur par le président Patrice Talon. Les travaux minutieusement préparés sont dirigés de main de maître par le ministre de l'Agriculture, de l'élevage, de la pêche. L'occasion est aussi saisie par ces acteurs pour officiellement lancer cette plateforme dédiée à la poursuite des réformes courageuses avec le soutien du duo de candidats. On parle sport pour finir. Les Amazones du Bénin s'apprêtent à affronter en double confrontation le homologue de l'Égypte, ceci dans le cadre du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans qui pointe à l'horizon. Et en prélude à cette échéance, Romain Gandonou et ses coéquipiers sont entrés véritablement dans la phase active de la préparation cette semaine. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité à 16h. C'est votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, il faut continuer. Portez-vous bien et à très bientôt. Je pense qu'il lui reste encore un mois et demi